Bonjour, nous sommes le 14 juillet 1944 à Vassy-en-Vercors. Ce jour-là, l'état-major allié a décidé d'envoyer un énorme vol d'avions gros porteurs, des superforteresses comme l'on dit, qui vont parachuter des armes qui sont réclamées à corps et à cri depuis des mois et des mois. L'état-major local de la résistance est littéralement fou, parce qu'il y a partout dans le Vercors des jeunes gens, beaucoup venus en raison du service du travail obligatoire, mais qui très vite sont entrés dans la résistance, et par conséquent ils ont affreusement besoin de secours, d'aide, de matériel, de mitraillettes, etc., etc. Ce jour-là donc, 70 superforteresses survolent Vassy-en-Vercors. Et elles lâchent des cylindres métalliques dans lesquels il y a des vêtements, de la nourriture, des armes, des munitions. Puis il y a même des cigarettes. Et sur les emballages des cigarettes, des petites mains anonymes ont écrit « Bravo les gars et vive la France ». Ce vol qui, évidemment, procède de l'idée d'apporter un secours le jour de la fête nationale française, bien sûr. Mais c'est une fausse bonne idée parce qu'il s'entend ce vol de partout. Et le résultat, c'est que les Allemands, environ un quart d'heure, 20 minutes plus tard, vont envoyer des avions qui mitrailleront les résistants, pourtant des résistants fous de bonheur, qui sont en train d'ouvrir ces caisses, d'ouvrir ces containers métalliques. Parmi tous ceux-là qui sont au sol et qui sont en train de se faire mitrailler, il y a une jeune femme qui les aide, et en particulier qui les aide à dissimuler les parachutes, parce que les parachutes, par définition, c'est blanc, ça se voit de très loin, et pour un avion qui veut mitrailler, c'est le meilleur moyen de dire où il faut tirer. Cette jeune femme, la voici. Elle s'appelle Krystyna Skarbek, et elle est une comtesse polonaise. Elle a fait, depuis le début de la guerre, les 400 coups, avec un courage invraisemblable. Elle a été, elle qui est issue d'une grande noblesse polonaise, dont les ancêtres se sont battus pour l'indépendance d'une Pologne qui a souvent été martyrisée entre ses voisins russes et ses voisins allemands. Elle s'est spécialisée avec son amant, son compagnon de cœur, dans la fuite des militaires polonais qui ont été arrêtés par les Allemands, la fuite vers les pays voisins. Qui est donc cette ravissante jeune femme, elle a 36 ans au moment des fêtes. Qui est-elle? Oh ben en réalité, vous la connaissez tous. Voilà la raison pour laquelle vous la connaissez tous. Le personnage que vous voyez ici, et qui est évidemment incarné par l'actrice Ursula Andress dans James Bond contre Dr. No, eh bien, en réalité, ce personnage qui, dans les romans de Ian Fleming, s'appelle Vesper Lynd, ce personnage a été totalement inspiré par la jeune combattante que nous avons vue tout à l'heure, à Ian Fleming que voici, et qui fut pendant un an son amant. Et c'est la raison pour laquelle il a mis en scène dans ses romans cette jeune femme dont on va voir qu'elle a été d'un courage extraordinaire. Mais vous savez, Fleming, c'est un coutumier du fait. Tenez par exemple, celle-là, là. Évidemment, ça n'est pas un nom très connu. Et pourtant, vous la connaissez tous. C'est Miss Moneypenny.
Ian Fleming a emprunté à des personnages qu'il a rencontrés dans la vie réelle beaucoup de ceux qu'il a utilisés par la suite dans ses romans. Il est assez vraisemblable que c'est d'abord Andrzej Kowarzewski qui a été repéré par les services britanniques, mais très rapidement, de la même manière, Christina Skarbek est aussi repérée. L'un et l'autre vont travailler donc à faire passer ces soldats vers la Hongrie à travers les montagnes polonaises. Christina va vivre pendant tout un temps à Budapest. Il se trouve que sur place pendant une certaine période, les autorités locales sont, comment dire, un peu compréhensives face à cette histoire de filière d'évasion de soldats polonais, mais ça ne dure pas. La pression des autorités allemandes, des nazis, devient de plus en plus forte. L'un et l'autre, Andrzej Kowarzewski et Christina Skarbek, sont contraints à une fuite éperdue dans laquelle, du reste, l'ambassadeur local de Grande-Bretagne va jouer un rôle puisqu'il va leur prêter une voiture pour leur permettre de filer en direction de ce qui sera d'abord Constantinople, donc en Turquie, et puis par la suite ils seront au Caire, où en vérité, vous savez, les espions à la retraite, c'est pas terrible, hein, ils s'ennuient, c'est affreux. Effectivement, ils vont passer tout un temps au Caire à ne pas avoir grand-chose à faire, jusqu'à ce que les services britanniques se réveillent, se disent « mais voilà, on va avoir donc le débarquement d'août 1944 sur les côtes françaises, on a besoin qu'il y ait plus d'agitation en France pour déstabiliser les Allemands qui occupent le pays ». Mais pourquoi diable est-ce que cette jeune femme, qui a 36 ans en réalité au moment où les événements de 1944 surviennent, pourquoi diable est-ce qu'elle est dans notre région? On va la repérer à Saillant, par exemple, chez des résistants du nom de Lyotard, c'est bien un nom de chez nous. Et en effet, elle est venue là parce qu'elle fait partie d'un réseau de résistance très important dans notre région et qui est sous pilotage anglais du fait de ce personnage, Maurice Buckmaster, qui en est le chef à Londres. Maurice Buckmaster est chargé par Churchill d'animer un réseau de résistance en France, et il a nommé dans notre région un personnage qui aimera tellement notre région qu'il y finira ses vieux jours. Ce personnage, c'est Francis Kemmerts, un Britannique qui, c'est un comble, était un pacifiste, et un pacifiste pur et dur, jusqu'au moment où son frère, qui était pilote dans la Royal Air Force, a été abattu en vol. Et voilà que cet homme, brutalement, se dit « Non mais moi je ne peux pas rester les deux pieds sur le sol là, sans rien faire. Il faut que je m'engage. » Et effectivement, Francis Kemmerts va être dans, en gros, le quart sud-est de la France, une manière de superviseur d'un réseau de résistance appelé Jockey, qui, bien sûr, n'est pas composé de résistants britanniques, mais qui collabore avec les réseaux français. Ce sera particulièrement vrai avec un réseau bien connu chez nous, le réseau du commandant Pons, qui a été extrêmement efficace, extrêmement engagé dans toute l'affaire du Vercors. À ce moment-là, vous savez que Churchill voulait foutre le feu à l'Europe. Il avait dit qu'il faut mettre le feu à l'Europe. Il y a les groupements Buckmaster, entre autres,
ont envoyé des missiles de Médicis. En France, nous on avait le colonel Camers, lieutenant-colonel Camers qui commandait Drôme Sud. On voulait faire sauter des trains, on n'a rien. Un exemple. Hein. On voulait faire, mais on n'a rien. Alors, il a commencé les parachutages. Dans les jours qui suivent le fameux parachutage du 14 juillet 1944, vous le savez, par des planeurs, les Allemands vont envoyer sur le plateau de Vassieux des parachutistes et les 21 puis 23 juillet 1944, un massacre épouvantable, des destructions inouïes auront lieu dans cette région. Francis Kemmertz et Christina Skarbek, que les gens du pays croient s'appeler Pauline Armand parce qu'elle a eu 50 pseudonymes, celui qui sera le plus connu, celui qu'elle gardera avec Christine Granville. Tous les deux sont là, assistant à l'enfer. Alors ils vont descendre le col du Rousset par la voie la plus directe, parce que par la route que nous pouvons toujours emprunter aujourd'hui, sont en train de monter des camions allemands. Ils traversent la Drôme. Lorsque je dis qu'ils traversent la Drôme, je ne veux pas dire qu'ils prennent un pont, pas du tout. Ils traversent la Drôme dans l'eau. Et puis, ils vont filer par la vallée de la Roanne, ils vont filer dans le sud de la France, dans la région de Digne. Et c'est là que je voudrais raconter deux histoires incroyables qui montrent le courage de Christina Skarbek. L'état-major allié est informé que les forts qui assurent en principe la sécurité entre les basses Alpes d'un côté, enfin qu'on appelle aujourd'hui les Alpes de Haute-Provence, et puis l'Italie de l'autre, sont tenus par des soldats polonais qui ont été pris et qui n'ont absolument pas le choix et qui, mettez-vous à leur place, n'ont pas envie de se faire trouer la peau pour une nation qui n'est pas la leur, dans un combat qui n'est pas le leur. Alors on demande à Christina Skarbek d'aller essayer d'obtenir leur défection. Elle marche 2 jours dans la montagne, et alors Christina Skarbek, drapée dans un drapeau polonais, s'adressant, je crois par un mégaphone, aux soldats polonais qui sont là, évidemment s'adressant en polonais, elle leur dit: écoutez, le marché est simple. Dans quelques jours, la résistance va vous attaquer. Bien sûr, vous pouvez résister. Mais franchement, vous savez où en est la guerre. La guerre est perdue pour les Allemands. Alors, rendez-vous, et comme ça, il ne vous sera rien fait. Et que croyez-vous qu'il arrivera? Ces soldats polonais, non seulement passent du côté de la résistance, mais en plus, ils apportent leurs armes. Le deuxième événement qui va se passer à Digne est lui autrement plus grave. Son patron, qui il faut bien le dire est un tout petit peu devenu aussi son amant, Francis Kemmertz, est arrêté par la Gestapo. Il est dans une prison. Il y a une probabilité énorme qu'il soit fusillé. Mais les résistants locaux, avec lesquels Christina Skarbek est en permanence en liaison, lui disent: non, on ne peut pas attaquer la prison, on n'y arrivera pas. Alors elle va voir le chef de la Gestapo, il faut être gonflé quand même. Et elle dit: je suis la nièce du général Montgomery. Et vous avez mon mari dans une de vos cellules. Alors je vais vous dire, de 2 choses l'une, maintenant vous êtes en train de perdre la guerre. Ou bien vous libérez mon mari et ses amis, et je m'arrange pour que non seulement il vous arrive rien, mais en plus que vous puissiez disparaître dans la nature, dans la tourmente qui s'annonce pour vous, ou bien entendu, toute la résistance locale saura
que vous avez tué mon mari et ses amis, et dans ces conditions, je vous promets des jours qui ne vont pas être agréables. Il se trouve que depuis quelques jours, la résistance a fait sauter toutes les lignes téléphoniques. C'est-à-dire que ce chef de la Gestapo, il est tout seul. Face à la tourmente en effet qui monte, la scène se passe le 13 août 1944, le débarquement dans le sud, et le 15 août 1944, évidemment il le sait. Alors il ne sait pas que ça sera le 15 août, mais il sait qu'il va y avoir un débarquement dans le sud. Eh bien ça va marcher. Ça va marcher, les Alliés payeront une rançon, chose incroyable. Ils parachuteront une rançon qui sera effectivement remise à ce chef de la Gestapo, et Francis Kemmerz sortira vivant. Il faut dire que le chef de la Gestapo ne s'était pas bien rendu compte de qui il avait en main, si j'ose dire. Il savait qu'il avait un résistant, il ne savait pas qu'il avait le chef de tous les résistants sous commandement anglais dans cette affaire. Vous voyez, décidément, cette Christina Skarbek était d'un courage, d'un culot absolument extraordinaire. Alors, comment est-ce que tout ça se termine? Eh bien, la guerre finit. Christina Skarbek, c'est une femme qui vit à 180 à l'heure. Alors, elle va s'ennuyer, elle va trouver des petits jobs, des trucs qui l'ennuient, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'aventure. Et un homme qui s'imagine qu'il a des chances d'obtenir ses faveurs, va se monter le bourrichon. Il va se mettre à se dire que c'est la femme de sa vie, il va se mettre à se dire qu'ils vont former un couple idéal, etc., etc. Et elle n'a absolument aucune forme d'intention, elle n'a d'ailleurs eu aucune faiblesse à son égard, et elle n'a aucune intention de céder. Le résultat, c'est que dans un moment de folie, en 1952, cet homme de rage va tuer Christine Skarbek dans un hôtel assez minable de Londres, et que, par conséquent, elle finit sa vie sur une note totalement différente de ce qu'elle a été. Quand Christine a été assassinée en 1952, il est apparu très clair à ses amis proches que les médias du monde entier tenteraient d'en faire une énorme affaire et que ceci donnerait une image très fausse de la vie de Christine et de sa mort. C'est pourquoi 4 d'entre nous se sont réunis avec la détermination que la réputation de Christine ne soit pas salie par cette intervention évidemment irresponsable des médias à travers le monde. Notre Francis Kemmerz, lui, va entrer à l'UNESCO. C'est un homme passionné par la pédagogie. Il va entrer à l'UNESCO et qu'est-ce que vous voulez? Il lui faut une assistante. Or, les Britanniques n'ont pas été très élégants avec leurs maîtres espions, surtout s'ils étaient d'origine étrangère. Miss Moneypenny, c'est-à-dire en réalité Vera Atkins, était une personne d'origine roumaine. Ils vont mettre un temps fou à la naturaliser. Et en revanche, Francis Kemmerz, lui, sait quelle est la dette de la Grande-Bretagne à l'égard de Vera Atkins. Et il va la prendre comme assistante
à l'UNESCO, lui s'ouvrant la mise, parce qu'il faut bien reconnaître que professionnellement, elle était très mal partie. Il est assez incroyable que l'histoire de cette femme qui a exercé chez nous, hein, à Vassieux, on la voit à Saillant, elle a couru toute la région, Montélimar, etc. Curieusement, chez nous, elle n'est pas connue. Tenez, je vais vous montrer. Alors les Britanniques, eux, ils s'en sont occupés, pas qu'un peu. Ils ont multiplié les biographies de Christina Skarbek. Il faut dire qu'ils avaient une bonne raison. Churchill avait dit d'elle, ça ne s'invente pas, Churchill en personne, avait dit d'elle qu'elle était son espionne préférée.